Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo de Histoire et vestiges du Vieux-Brest. Pour changer de l'histoire de certains navires, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire non pas d'un cuirassé, mais d'un croiseur lourd, baptisé le croiseur Algérie. N'ayant eu qu'une carrière très courte, il fait tout de même partie de l'histoire navale française. En espérant, comme d'habitude, que ces vidéos vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Suite à la Première Guerre mondiale, la marine française décida de moderniser une grande partie de sa flotte. En effet, en 4 ans de guerre, la course à l'armement a grandement fait évoluer les choses. L'amirauté le sait, ces navires de surface seront très vite dépassés. Malheureusement, les vieilles mentalités restent, et des leçons de tactique de combat n'ont pas vraiment été tirées de la Première Guerre mondiale. L'amirauté actuelle préfère construire des bâtiments de surface, plus particulièrement des cuirassés, à la place de croiseurs ou même de sous-marins. Mais certains représentants politiques, comme Georges Laigle, ne comptent pas en rester là. Le 12 janvier 1920, il dépose un projet de loi visant à cesser la construction de 5 cuirassés classe Normandie, étant les précurseurs des tourelles quadruples, mais aussi de 6 éclaireurs d'escadre et de 12 éclaireurs torpilleurs. Un an plus tard, le projet est remanié et la mise en chantier est envisagée de 3 croiseurs éclaireurs, 6 contre-torpilleurs, 12 torpilleurs, et surtout 12 sous-marins qui seront tous la nouvelle arme de la France. Mais en 1922, tout s'accélère. Le traité de Washington a lieu et veut limiter la course à l'armement des cuirassés. Il obligera toutes les nations qui y ont participé à limiter la construction de ces navires. Toutes les nations se tourneront alors vers les croiseurs, classe de navires inférieure à celle des cuirassés, qui n'a pas été durement touchée par le traité de Washington. Quelque temps après, la marine italienne sort 2 croiseurs, lourds, de type Trento, lançant ainsi une course à l'armement entre la France et l'Italie. Ces nouveaux navires menacent la marine française en Méditerranée. Ces croiseurs étaient encore plus blindés que les Italiens le prétendaient et arboraient des canons d'un calibre supérieur à ceux français. Pour se protéger et faire face à cette nouvelle menace italienne, les Français firent construire 2 croiseurs classe Duquesne, ayant environ les mêmes capacités que ses homologues italiens. Enfin, pour s'assurer d'une supériorité numérique en Méditerranée, 4 croiseurs lourds classe Suffren furent mis en chantier. Les tensions montent alors d'un cran et les Italiens ne se laissent pas faire. Ils mettent à leur tour 4 croiseurs lourds sur cale, étant plus puissants que la classe Suffren. Cette fois-ci, c'est la marine italienne qui est en supériorité numérique par rapport à la marine française. Puis, pour bien marquer le coup, les Italiens sortent un dernier croiseur lourd de leur chantier. Un mastodonte de 13 885 tonnes, le Bolzano. Ce sont donc tous ces éléments mis bout à bout qui permettront au projet du croiseur Algérie de naître. « 1930 pour la France est une année de fête. Elle célèbre le centenaire de l'implantation de la France en Algérie. C'est donc à cette occasion que le prochain croiseur lourd sortant de l'arsenal de Brest sera nommé Algérie. Le 19 mars 1931, l'acquis du croiseur lourd Algérie est posé dans le bassin du Point du Jour, dans l'arsenal de Brest. La plupart des pièces composant le croiseur Algérie ont été construites dans le bâtiment en fer. Ce bâtiment porte ce nom car c'était le premier construit intégralement en métal. À l'époque, on y trouvait des machines permettant de travailler l'acier. Ces pièces étaient ensuite amenées dans la cale du Point du Jour située juste à côté de celui-ci, où le navire était construit.
D'autres pièces provenaient de toute la France et étaient transportées soit par bateau ou voie ferrée. Dans l'après-midi du 21 mai 1932, la coque du croiseur Algérie est lancée. Mais il faudra encore attendre 1 an pour que le croiseur soit armé et puisse enfin effectuer des essais. Le voici en photo pendant sa première sortie de l'arsenal de Brest, un juillet 1933. Le croiseur aligne une longueur totale de 186 mètres pour un mètre-beau de 20 mètres. Au tout début de sa carrière, le croiseur Algérie effectue des essais en mer. On y teste notamment sa consommation, son moteur, ses canons, ainsi que sa tenue en mer. Tout ceci permettra de dire que ce croiseur était plus que satisfaisant. Le 8 octobre 1934, l'Algérie quitte Brest. Ce sera l'occasion d'effectuer son tout premier voyage longue durée. Il effectuera dans un premier temps une courte escale dans le port de Casablanca. 6 jours plus tard, le 17 octobre 1934, il mouille au Salin d'Irène pour une soirée avant de rejoindre le port de Toulon. Là-bas, il sera successivement intégré à la 3e division légère le 10 octobre, définitivement accepté au service actif le 19 octobre, puis, le 30 octobre, le navire devient navire amiral de la 1re escadre, puis de la 1re division légère. Dès lors, le croiseur Algérie et son escadre effectueront divers exercices. Il effectuera différentes traversées, rejoindra le port de Brest, fera des exercices de simulation de combat, mais aussi de temps en temps quelques carénages. Malheureusement, dans la soirée du 10 juin 1936, le croiseur Algérie a un léger accrochage avec le croiseur lourd Colbert, dans le port de Casablanca au Maroc. De petites industries marocaines aidèrent à réparer le croiseur Algérie, mais il faudra attendre 3 mois pour qu'il puisse enfin rejoindre une véritable cale sèche. Arrivé le 3 août à l'Arsenal, il ne repartira que le 20 novembre, soit 3 mois de réparation. Il continuera ses escales et ses exercices jusqu'en 1938, puis, le 4 novembre de cette même année, il part en grand carénage pour subir quelques modifications. Ainsi, l'ancien télémètre de 5 mètres est remplacé par un télémètre de 8 mètres, un poste de transmission sans fil d'onde courte est installé, le treuil permettant de charger les avions est renforcé, la passerelle amirale se voit dotée de vitres, ainsi que d'un toit, l'arrière de la passerelle intermédiaire est allongé, et les canons de 37 mm de défense contre avion sont regroupés sur la plage arrière. Voici un plan montrant toutes les modifications acquises par le croiseur Algérie en 1938. Après sa sortie de l'Arsenal, l'Algérie part du 18 janvier jusqu'au 17 mars en Afrique du Nord. Dès son retour à Toulon, le croiseur Algérie n'appartient plus à l'escadre de la Méditerranée. En effet, celle-ci est dissoute et est remplacée par la flotte de la Méditerranée. La différence étant que l'ancienne escadre ait été fusionnée avec une autre, composée de cuirassés et de torpilleurs. En 1939, les tensions entre l'Allemagne et la France augmentent considérablement. Les deux États le savent, une guerre va bientôt éclater entre eux. Mais l'Allemagne n'est pas l'une des plus grandes craintes de la France. En effet, c'était plutôt l'Italie, dirigée par le dictateur Mussolini, qui présentait une véritable menace dans le monde naval. Et leurs craintes étaient bien fondées. On peut ici voir que seule la mer Méditerranée sépare l'Italie de la Corse. Si les Italiens l'envahissaient, ils auraient une base pour débarquer sur les côtes françaises méditerranéennes. Pour remédier à ce problème, le 31 août 1939, le croiseur Algérie ainsi que d'autres navires vont déposer des troupes en Corse. Enfin, quelques semaines plus tard, le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Heureusement pour la France, l'Italie n'a pas suivi. Puisse être établi entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au dictat. Quelque temps plus tard, le cuirassé de poche Admiral Graf Spee navigue dans l'Atlantique Sud. Il menace alors les convois en direction de la France ainsi que de l'Angleterre. Puis, avec son artillerie principale, le 30 septembre, l'Admiral Graf Spee coule le cargo Clement anglais. L'ampleur de la menace grandit considérablement et le navire à l'origine de cette menace doit être coulé par tous les moyens. Ainsi, la France ainsi que l'Angleterre créent une force baptisée la Force X, composée du croiseur de bataille Strasbourg, qui est l'équivalent de l'amiral Graf Spee, du croiseur lourd Algérie, du croiseur lourd Duplex et du porte-avions anglais Hermès.
Lors de la recherche de l'admiral Graf Spee, le 25 octobre à 4h30 du matin, un navire est aperçu tout feu éteint au large des navires de la Force X. Un projecteur est alors braqué sur celui-ci, et il s'agit du cargo allemand Santa Fe qui sera capturé par la suite et donné à la compagnie de messagerie maritime. L'Algérie continua à faire quelques sorties, mais en novembre, il quittera la Force X pour rejoindre la Force Y composée du croiseur Algérie, de quelques torpilleurs et du croiseur de bataille Strasbourg. Il continuera les patrouilles, mais quelques temps plus tard, la Force Y devra se diviser en deux, une partie ira à Brest et une autre à Toulon, dont le croiseur Algérie. Le 26 novembre, le navire entre dans une forme de radoub à Toulon pour subir ses avant-dernières modifications. Ainsi, les travaux d'entretien habituels sont faits, et un capot est installé sur la cheminée du croiseur Algérie, celui-ci permettant d'éviter aux fumées de gêner les organes de visée du croiseur, ainsi que de sa passerelle. Peu de temps après, une nouvelle Force X est constituée avec le croiseur Algérie et le cuirassé Bretagne. Leur but étant de transporter de l'or entre la France et l'Amérique. Le 10 mars, les deux navires partent de Toulon, ils seront ensuite rejoints par d'autres navires pour l'escorte, et le 23 mars, l'or est téléchargé sur les ports canadiens. Le tout en à peine 8 heures de travail, pour vider 147 tonnes d'or, prisonniers des soutes. Sur le chemin du retour, l'Algérie et le croiseur de bataille Bretagne, ainsi que d'autres navires, escortent les cargos Wisconsin et Louis LD, chargés de cuivre, de véhicules d'avion et de matériel à destination de Casablanca. Le croiseur de bataille Bretagne et l'Algérie rentreront à Toulon le 10 avril à 19 h. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance une offensive importante contre la France. Celle-ci fait craindre à la France l'entrée en guerre de l'Italie. Ainsi, une grande partie de la marine française est concentrée à Toulon. Celle-ci est préparée, lorsque l'Italie entrera en guerre contre la France, de bombarder les côtes italiennes. Puis, à minuit, le 10 juin, l'Italie entre en guerre contre la France. La marine est autorisée à aller pilonner les côtes italiennes, mais au dernier moment, le 11 juin, le gouvernement annule l'opération. Les navires ayant été repérés et situés dans une zone côtière peu protégée, durent rapidement changer de cap et retourner à Toulon. Le lendemain, le gouvernement italien ayant eu vent de la tentative de bombardement de ses côtes, lança un raid aérien sur Bizerte le 12 juin 1940. Ainsi, le 13 juin, une partie de la marine dont l'Algérie se dirige vers les côtes italiennes. L'opération Vado est lancée et aux alentours de 4 heures, les premiers tirs de navires sont effectués. Leur but étant de venger les attaques italiennes sur Bizerte et d'affaiblir leur port. Le croiseur Algérie tirera au total une vingtaine de coups sur des réservoirs de pétrole au Vado. Mais les Italiens ne se laissent pas faire et les navires sont pris à partie par la batterie côtière de Savone. Mais heureusement pour l'Algérie, il n'y suivait pas de dégâts lourds. Quelques temps plus tard, de petites vedettes sont aperçues au large. Elles foncent en direction des navires, lâcheront 6 torpilles, mais heureusement aucune n'atteignit leur but. En réponse à cette attaque, les navires attaquent avec leur batterie principale et secondaire, les vedettes tentant de fuir. Une seule sera touchée et aura 3 blessés. Mais le combat ne se finit pas là. Malheureusement pour les navires, le train blindé numéro 3 italien ouvre le feu, forçant les navires à s'écarter des côtes. Quelque temps plus tard, la bataille continue et le contre-torpilleur l'Albatros est touché par un obus. 14 marins sont grièvement blessés et 12 d'entre eux décéderont plus tard. Les navires continueront à faire feu, et une fois l'opération terminée, on s'apercevra que les dégâts effectués sur les ports italiens étaient mineurs. Mais on verra aussi que leur défense côtière était extrêmement faible. Enfin, le lendemain à 11h30, tous les navires sont rentrés au port de Toulon. Les 21 et 22 juin 1940 sont des jours sombres pour la France. Ce sont les jours où la collaboration commença. Les jours où la Troisième République chuta et le régime de Vichy fut instauré. C'est dans le wagon, à Rotonde, où fut signé l'armistice entre l'Allemagne et la France en 1918, que fut signée celle de 1940. Lors de cette signature, l'Allemagne demanda à la France de désarmer une grande partie de ses navires. Ainsi, une grosse partie de la flotte française attend dans le port de Toulon, afin de connaître le sort qui lui est réservé. Puis, le 1er septembre 1940, le gouvernement italien exige que la flotte française soit désarmée.
Mais quelques temps plus tard, une partie de la flotte désarmée a été réarmée. La totalité de la marine a été divisée en plusieurs parties. Certaines se trouveront dans des ports coloniaux et d'autres dans des ports militaires tels que Toulon ou Brest. Ainsi, l'Algérie lui restera sur Toulon. Il fera très peu de sorties et le 23 septembre, l'Algérie est ralliée aux forces de haute mer. Il effectuera quelques exercices, mais à cause d'un cruel manque de carburant, il fera de moins en moins de sorties. Le 30 avril 1942, l'Algérie entre en grand carénage, son mât arrière est supprimé, sa DCA améliorée et ses chaudières réparées. Mais l'Algérie continuera à souffrir de gros problèmes de chaudière, dus à un manque d'entretien. Le 8 novembre de la même année, l'opération Torche est lancée. Le croiseur Algérie ainsi que d'autres navires sont placés en régime danger. Ils sont limités à 6 heures d'appareillage et ne participeront pas à la contre-offensive de l'opération Torche, les soldats étant mal entraînés et les navires en très mauvais état. Pire encore, cette opération a eu une influence sur le sabordage de Toulon. Cette opération Torche signifie pour la marine de Vichy située à Toulon qu'elle ne peut plus sortir en Atlantique. Elle sera condamnée à rester en mer Méditerranée. Le 11 novembre 1942, l'armée allemande envahit la zone libre. Elle se rapproche de plus en plus de Toulon et s'implante dans les différentes villes et villages. Des troupes sont déployées, les véhicules installés et les côtes rapidement conquises. Petit à petit, les Allemands cernent la baie de Toulon. Ils prennent possession des défenses côtières, installent des canons et les braquent vers le large au cas où des navires français essayent de s'échapper. Petit à petit, l'étau se resserre autour des navires présents à Toulon. L'amirauté se rend compte que la promesse que l'Allemagne avait faite de ne pas toucher à la marine française était un véritable mensonge. L'Allemagne se rapproche dangereusement de Toulon. Puis, arrivé aux portes de l'arsenal, un ordre est donné. Le sabordage est lancé. Le 27 novembre 1942 sera l'un des jours les plus noirs pour la marine française. À 6 heures, l'équipage a l'ordre d'évacuer l'Algérie. Les soutes sont inondées. Le bateau prend 3 degrés de gîte. Puis il se rétablit en touchant le fond. Le feu est mis au navire, les soutes à mazout, le poste de commandement, le pont, puis le feu se propage à travers les câbles et atteint très vite le poste de commandement des tourelles de 203 mm. Le feu grandit, d'énormes flammes sortent de la cheminée. La chaleur générée par cet incendie est si puissante qu'un bateau-citerne situé à proximité du croiseur prend feu à son tour. Puis, le feu vint gagner les soutes à munitions du croiseur. Celles-ci explosèrent dans un vacarme assourdissant. Pendant 20 jours, la coque de l'Algérie brûlera, l'incendie étant impossible à maîtriser. Lorsque le feu a décidé de s'éteindre, on découvre une carcasse de métal totalement tordue. Le navire est irrécupérable, déformé avec la chaleur. Le navire étant détruit et irrécupérable doit être démoli. Dans un premier temps, les superstructures seront découpées par le chantier naval Santa Maria de Gênes. Les débuts des travaux commençant le 9 avril 1943. La coque est ensuite renflouée, mais de nouvelles fuites se créent et la coque chavire. On peut d'ailleurs la voir tout en haut de l'image. L'épave est de nouveau renflouée, mais à cause de nouvelles fuites, celle-ci coule et touche le fond. L'épave est une seconde fois renflouée, puis remorquée jusqu'à Brégaillon, où elle sera coulée une dernière fois à cause d'un raid américain. Elle sera une dernière fois renflouée en 1949, renommée Q-54 et vendue à démolition le 21 décembre 1956. Cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même liker la vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou même de la partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Si vous avez des critiques constructives à faire, n'hésitez pas à les dire, ça me permettra de faire évoluer le contenu de la chaîne. Ensuite, je tenais à vous remercier. Vous êtes déjà 137 sur la chaîne et si pour certains ça paraît pas beaucoup, pour moi c'est énorme. Et pour l'occasion, je compterai peut-être faire une foire aux questions. Alors n'hésitez pas à venir en privé les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne continuation et Kenavo!